Rendez-vous avec Corinne Lepage qui, chaque année, vient nous rendre visite et que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Madame Lepage, bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer d'aborder un certain nombre de thèmes en un temps assez contraint. Première question, très simple. Est-ce que, selon vous, l'environnement est toujours au cœur des politiques publiques? À votre avis? Je ne sais pas, je pose la question. J'ai le même avis que vous, non, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a une série de choses qui se sont passées. Il y a d'abord quelque chose qui s'appelle la crise économique et qui frappe tous les secteurs. Normalement, elle ne devrait pas frapper particulièrement celui-là. Et lorsqu'on regarde un peu la manière dont les choses évoluent dans le monde, et j'en ai eu encore quelques illustrations en allant à Varsovie à la conférence sur le climat il y a une quinzaine de jours, il est des pays dans lesquels l'industrie verte est florissante. Elle a commencé par la Chine d'ailleurs. Quand on sait que, par exemple, que 40% des éoliennes construites dans le monde l'ont été en Chine en 2012. Donc la crise économique et puis probablement un manque d'intérêt pour l'écologie et l'environnement en France, tout simplement, c'est-à-dire l'absence de prise de conscience que c'était un secteur économique absolument majeur pour le développement industriel, tout simplement. À un moment où on réfléchit sur dans quel secteur pourrait-on se réindustrialiser, qu'est-ce que c'est que la France industrielle de 2030 ou 2025 ou de ce que vous voudrez. Bon, quand vous regardez les rapports, que ce soit le rapport de Madame Lauvergeon, que ce soit d'autres rapports, ils vous disent tous que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la chimie verte, la santé environnementale sont des grands secteurs de développement économique. Alors sur le papier, c'est parfait, mais dans la réalité, il n'y a pas grand-chose. Mais on est quand même passé d'un Grenelle, globalement, qui a posé les bases et qui a été assez révolutionnaire, qui a permis aux associations notamment de venir participer, enfin à l'ensemble des acteurs de participer à la réflexion, à cette notion maintenant de transition écologique. Transition écologique... sous-tendu transition énergétique. Est-ce que déjà, de votre point de vue, l'énergie n'est pas trop en avant et je pense notamment à l'air, qu'on laisse un petit peu de côté, on en discutait ce matin sur ce plateau. Est-ce que finalement c'est la bonne porte d'entrée, la transition énergétique? Alors, d'abord, le Grenelle a été quelque chose de formidable sur le plan de la procédure. C'est-à-dire la manière dont non seulement tous les acteurs, mais toute la société française s'y est intéressée. Le résultat, lui, il a été quand même nettement plus modeste. Nettement plus modeste parce que la loi Grenelle 2 n'a pas répondu aux objectifs de la loi Grenelle 1 et que derrière tout cela, il y a eu la crise économique et la baisse des budgets. Même s'il y a eu un certain nombre d'investissements d'avenir qui se sont faits dans le domaine environnemental. Deuxièmement, oui, nous avons besoin d'une transition énergétique, c'est indéniable. Tous les pays. Donc c'est la bonne porte d'entrée? Non, j'ai pas répondu ça. J'ai répondu simplement sur le fait que la transition énergétique était un vrai sujet. Bon. Et un sujet absolument fondamental, parce que c'est par lui que passent effectivement les énergies renouvelables, la reprise des territoires, avec la décentralisation énergétique, et puis tout l'aspect thermique, mais aussi l'aspect ville durable. Tout ça peut passer dans la transition énergétique. Moi, je préfère parler de troisième révolution industrielle. On parle en fait un peu de la même chose, sauf que la troisième révolution industrielle, à mon sens, donne une vision à la fois plus globale et plus dynamique. Parce qu'une transition, vous êtes entre deux états, maintenant et plus tard. Mais plus tard, ce sera quoi? Quand vous dites troisième révolution industrielle, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire, on sait quels sont les secteurs, on sait quelle est la cohérence entre ces secteurs et on a à peu près une marche à suivre. Alors, pour que je comprenne bien, troisième révolution industrielle, on a déjà entendu parler de ce terme, c'est créateur d'emplois, avant tout, c'est créateur de richesses. Je ne comprends pas pourquoi on n'y va pas. Quels sont les freins, quels sont les lobbies, quelles sont les peurs? Écoutez, je pense que d'abord il y a une question de présentation. Deuxièmement, il y en a qui y vont. Bon, la troisième révolution industrielle, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est quelqu'un qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui l'a largement appliquée en Allemagne. C'est une idée qui est très largement développée au niveau européen. Dans beaucoup de nos textes, nous faisons référence. Et la région Nord-Pas-de-Calais, en France, sous l'impulsion, et c'est intéressant sur le plan politique, et de Philippe Vasseur, qui est président de la CCI,
et de M. Percheron, qui est le président de la région, donc deux tendances politiques différentes, ont lancé une troisième révolution industrielle dans une des zones, je dirais, qui a le plus souffert de la désindustrialisation de la France, c'est-à-dire la région Nord-Pas-de-Calais. Donc ça peut se faire. Mais visiblement... Mais pourquoi pas à un niveau plus global, au niveau national? Je pense à l'est de la France, je passe à Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parce que d'abord les autres régions n'ont probablement pas la même vision des choses, et puis deuxièmement parce que cette dynamique-là, elle n'existe pas aujourd'hui au niveau national. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas? Je ne suis pas au gouvernement, je ne peux pas vous répondre. Alors, sur maintenant les choix énergétiques, pour revenir à la transition énergétique, est-ce que aujourd'hui on est sur des choix qui sont suffisamment clairs? On sait faire des économies. Bon, ce n'est pas très compliqué vu qu'on gaspillait sans rien regarder. Par contre, dans quel sens, selon vous, il faut qu'on aille? Alors, vous parliez de la l'éolien, première chose, notamment. c'est effectivement le bon watt, c'est celui qu'on n'utilise pas. Comme dans le temps, on disait le bon déchet, c'est celui qu'on n'a pas produit. Alors oui, bien sûr, économie d'énergie, nous avons, pour dire les choses gentiment, des marges de progression tout à fait considérables. Sauf que, comme vous le savez, l'essentiel de notre parc locatif a été construit sur la base du chauffage électrique, qui est tout le contraire de ce qu'on peut espérer en termes d'économie d'énergie. Et en plus, ça nous pose des problèmes de crête dans l'utilisation de l'électricité qui sont tout à fait majeurs. Ça veut dire donc rénover notre parc, construire aujourd'hui à basse consommation, voire à énergie positive, ça coûte un peu plus cher, mais ça se fait. Le gros problème, c'est la rénovation du parc ancien, qu'il soit d'habitation ou tertiaire. Donc c'est effectivement là où il faut innover. Il y a une bonne nouvelle prise par le gouvernement, c'est la baisse de la TVA sur ce type de travaux. Je pense qu'il faut aller de manière beaucoup plus active dans cette direction. Et puis c'est également très riche d'emplois, tout ce qui est le BTP. Bon, ensuite, deuxièmement, et là, je vois aucune clarté dans les choix, c'est quelle énergie? Bon, la France a un prisme légèrement déformé en faveur du nucléaire. C'est pas, je dirais, excessif de le dire. Et visiblement, il n'y a pas de choix qui est fait à ce niveau-là. Il n'y a pas de choix qui est fait puisque les investissements continuent à se faire largement dans le domaine nucléaire. Il y a le lancement d'Astrid. Il y a la poursuite de Flamanville, il y a le financement d'ITER, français et européen, qui nous coûte les yeux de la tête. C'est quand même, on va arriver à quelque chose comme 10 milliards d'euros quand même sur cette affaire-là. Ce qui veut dire que c'est de l'argent qu'on ne met pas dans de l'éolien, du solaire ou le stockage de l'électricité. Voilà, donc pour le moment, c'est des grands points d'interrogation. Ça veut donc dire que nos industriels ne savent en fait pas du tout, je pense surtout à ceux du secteur du renouvelable, dans quelle direction on va aller. Ce qui évidemment n'est pas très favorable aux investissements, étant entendu que la France a un retard qui s'avère maintenant considérable dans ce domaine. Nous étions dans la moyenne européenne en 90, nous sommes aujourd'hui dans la très basse moyenne. Alors, il y a des gens qui font plus mal que nous. Malte, par exemple, a 1% d'énergie renouvelable. Enfin, c'est quand même pas généralement à Malte que nous nous comparons. L'Allemagne est passée de 3 à 22% en l'espace de 10 ans. L'accord SPD-CDU qui vient d'être passé vise 45% en 2030. Je vous rappelle que nous sommes toujours à 14%. Bon. Alors, on peut dire oui, mais c'est plus de charbon, c'est ceci, c'est cela, c'est possible. Mais le résultat, c'est que vous avez une industrie allemande qui se développe, que vous avez des économies d'énergie qui se font, que vous avez de la méthanisation à la ferme qui a permis aux agriculteurs d'avoir des revenus annexes considérables et à l'Allemagne de réduire ses émissions de méthane de manière tout à fait spectaculaire. Ce n'est pas du tout notre cas. Donc sur tous ces points-là, nous, on accumule un retard tout à fait considérable qui est mauvais. Je dirais pour le climat, mais on représente peu de choses pour le climat, mais qui est surtout très mauvais pour notre économie. Une dernière chose, Paris accueillera en 2015 un rendez-vous mondial sur le climat, justement. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez, ou en tout cas, qu'est-ce que vous souhaitez que la France mette en place pour que ce soit une réussite et pas un échec, comme la plupart des rendez-vous qu'on a, enfin un échec, en tout cas des semi-victoires, des semi-échecs. Oui, enfin, au petit jeu du verre à moitié vide ou à moitié plein, il est 3/4 vide. Et encore, quand je dis 3/4 vide, je suis probablement optimiste. C'est-à-dire, au fur et à mesure des conférences qui se sont tenues depuis Copenhague, c'est de plus en plus mal. Donc la France, elle a j'ai dit qu'il faudrait quasiment un miracle pour qu'on arrive à l'objectif. L'objectif, c'est quoi? De pouvoir re-signer à Paris
l'équivalent de ce qui avait été signé à Kyoto en 1997. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout parce que Varsovie, donc la dernière conférence, devait être la conférence dans laquelle la feuille de route était mise en place, c'est-à-dire le planning à suivre et jusqu'à Paris. Or, le résultat n'a pas été acquis. Il n'y a pas d'engagement prévu, simplement la communication d'objectifs, ce qui est notoirement insuffisant. La question financière est totalement ouverte et on est sur un système de blocage entre les pays dits industrialisés et les autres, parce que simplement le monde a changé depuis 1997, que la Chine n'est pas un pays en voie de développement, pas plus que le Brésil, et que les Européens ne peuvent pas payer ce que les pays du Sud attendraient qu'ils payent. Voilà, donc tant qu'on restera sur ce système figé de gens qui disent « nous on ne peut pas » et d'autres qui disent « mais c'est vous qui êtes responsable », on n'ira pas très loin. Merci Corinne Lepage d'être placée par le plateau TV de Polytech Horizon avec votre éclairage toujours très intéressant. Dans quelques instants, nous remettrons les prix des techniques innovantes pour l'environnement, des prix qui seront remis par l'ADEME ici même sur ce plateau TV. A tout de suite.